Dans le programme de la France Insoumise, vous prévoyez donc d'augmenter les recettes avec une révolution fiscale. Est-ce que déjà, même avec ça, il y a assez de marge de manœuvre en la matière pour pouvoir répondre à l'ampleur des besoins? Et ensuite, le deuxième levier de financement auquel on peut penser, c'est l'endettement. Est-ce que c'est la réponse pour vous? Comment on articule ces éléments, Éric Coquerel? Alors déjà, je vais répondre à la question, mais je voudrais répondre par rapport à ce qui a été fait depuis 2017 et avant. Pourquoi? Parce que là, vous me posez la question, en gros, comment vous faites-vous? Moi, ce que j'observe, je regardais par exemple le jour Roland Lescure, c'était sur BFM, ministre de l'économie, en gros en train d'expliquer, nous, on va passer à 5% de déficit cette année, et c'est essentiel, on va le faire, il faut être à 3% en 2029. Et il continue en disant, j'attends qu'on demande aux candidats à la présidentielle comment ils comptent faire. Bon. C'est assez amusant parce qu'ils ne passeront pas à 3% en 2029, même s'ils restent au pouvoir. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez curieux de voir des gens qui ont un bilan absolument catastrophique en matière économique et budgétaire se permettre quelque part d'être un étalon dans ce qu'il faudrait faire en termes économiques, comme si eux, leur politique avait marché. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que nous proposons de faire, c'est exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait, déjà pour commencer. Et en faisant l'inverse de ce qu'ils ont fait, on s'aperçoit qu'effectivement, on dégage les marges financières permettant peut-être de réduire la dette, je vais y venir, mais en tout cas au moins d'investir pour répondre aux besoins sociaux, pour la planification écologique, pour la souveraineté industrielle, numérique, etc. Donc voilà, partons déjà du principe que leur politique à eux a échoué, pour les raisons qui ont été dites ce matin, qu'on appelle ordolibéralisme, néolibéralisme, et notamment parce qu'en réalité on a changé de période et qu'ils continuent à adopter effectivement les politiques d'un ancien monde qui déjà ne fonctionnait pas, mais comme si c'était réel. Le fait, par exemple, que depuis 2017, on ait une dette qui explose dans ce pays, qui augmente dans ce pays, essentiellement du fait de la perte de recettes, à peu près moitié-moitié. Hein. Moitié, c'est le coût du Covid, pour aller vite. L'autre moitié, c'est la perte des recettes. Bon, je vais le dire, ça singularise déjà leur échec. Pourquoi? Parce qu'on peut se poser des questions sur la dette, on peut se poser des questions sur le niveau de la dette. Par contre, il y a une question qu'on ne devrait pas pouvoir se poser, c'est que s'endetter, c'est pour que ça serve à quelque chose, à l'intérêt général, à investir. Si vous endettez, que vous investissez, ou que même vous continuez à payer le fonctionnement, par exemple, de l'État social, ça produit des recettes. Les dépenses publiques produisent des recettes, on l'oublie souvent, mais bon. Si par contre vous vous endettez parce qu'il faut faire des cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales, qui vont à partir de là gréver le budget, et au nom de quoi, dans les règles du néolibéralisme, on va baisser les dépenses publiques, bah, évidemment c'est une catastrophe. Donc la première question qui est à poser, que vous mettez sur la table, sur la dette, avant de savoir si il convient d'essayer de réduire les déficits, c'est de se dire d'abord qu'il convient de savoir à quoi sert la dette. C'est clair qu'une dette qui sert à payer, à faire en sorte, maintenant c'est largement documenté, je pense que ça sera un des thèmes du débat suivant en termes de mécanisme, enfin, il est largement documenté que depuis 2017, on a des dizaines de milliers de personnes, pas plus, des dizaines de milliers de personnes qui sont ultra riches et qui payent moitié moins d'impôts proportionnellement à leurs revenus que la plupart des gens dans ce pays, et que ça nous coûte des dizaines de milliards. Quand je dis que c'est documenté, là tous les calculs qui ont été faits, qu'on a été à Bercy pour récupérer les données fiscales, par exemple, de ceux qui payent l'IFI et qui ne payent 0 € d'impôt sur le revenu, ou bien les données fiscales de tous ceux qui, parce qu'ils ont largement déporté leurs revenus vers, en réalité, leur patrimoine professionnel, ou en tout cas, ils ont accéléré ça, c'est quelque chose qui fait que la dette s'est créée, parce que ces gens-là ont reçu des cadeaux fiscaux. Alors, pas que, mais principalement, sur les 60 milliards, en gros, de baisse d'impôts qu'on connaît depuis 2017, ça va alimenter ça. Bon, l'autre partie, c'est la taxe d'habitation à hauteur de 20%, qui favorise quand même les 20% les plus riches, même si là, on n'est pas tout à fait sur la même catégorie. C'est effectivement, ça a été dit, les aides aux entreprises, les exonérations, compenser, ça c'est un autre mécanisme. Je dis ça parce que ça, il va falloir revenir dessus aussi, du macronisme, qui est le fait qu'on est de plus en plus, on a une économie de plus en plus, un budget biberonné à la TVA, c'est-à-dire que
Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en 2017, la TVA a été utilisée quasiment à 100% sur le budget de l'État. Aujourd'hui, c'est moins de la moitié. D'accord? C'est-à-dire que la TVA sert à compenser pour les collectivités, sert à compenser sur les cadeaux des exonérations, c'est-à-dire vous payez l'impôt le plus injuste pour payer les aides aux entreprises ou pour payer l'imposition qu'on a retirée aux collectivités. Bon. Donc tout ça, c'est déjà une première chose qu'il faut se dire, c'est que cette politique qui consistait à dire on va favoriser les revenus du capital pour que ça ruisselle, en gros, hein, pour aller vite, économiquement, les chiffres sont mauvais, que ce soit au niveau de l'investissement, au niveau du chômage, au niveau de l'explosion des inégalités. Enfin, je ne vais pas le détailler parce que là, pour le coup, je n'aurai pas le temps, mais ça a échoué. Et enfin, ça a échoué sur les déficits. C'est-à-dire qu'ils sont... Rendez-vous compte que 3% en 2029, il faudrait gagner 2 points de PIB cette année, et c'est même pas sûr d'ailleurs qu'on y arrive vu les mauvais chiffres économiques qui viennent de sortir de l'INSEE, on va avoir gagné 0,1%. Donc en fait, il nous donne en exemple une politique qui ne fonctionne pas. Alors nous, comment faut faire? Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon rassemble autant de soutien malgré les attaques médiatiques? Ce livre décrypte la défiance populaire, la crise démocratique et le réveil citoyen en France. Résistance, le combat pour une nouvelle France maintenant à 9,99 € au lieu de 14,99 €. Premièrement, il faut déjà partager les richesses autrement, c'est-à-dire revenir sur un partage de la valeur ajoutée en faveur des revenus du travail et de l'intérêt général. Et donc oui, ça passe par une fiscalité accrue du capital, en gros revenir sur tout ce qui a été fait, supprimer la flat tax, revenir sur l'ISF, et puis un certain nombre de taxes qui seront là encore décrites tout à l'heure, puisque vous avez des invités qui ont quasiment donné leur nom à des taxes de ce type, notamment la taxe UCPAN sur les ultra-riches, sur les multinationales aussi, pour revenir sur le fait que les multinationales avec les prix de transfert délocalisent leurs profits et font en sorte qu'ils payent aujourd'hui en France des bénéfices qui n'ont aucun rapport avec les bénéfices réellement réalisés, mais que par des jeux mécaniques, ils vont pouvoir les déclarer dans des pays à fiscalité réduite. Donc il y a tout un ensemble de mécanismes qui jouent sur une fiscalité de ce type. Il y a revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur tous les mécanismes qui ont été compensés par la TVA. Donc moi je pense qu'il faut remettre à plat. Alors on peut s'interroger sur les salaires pour atténuer le choc, parce qu'il y aurait un choc évident, mais sur les exonérations des salaires en dessous de 1,5, 2 fois le SMIC. Mais pour le reste, il faut revenir sur cette politique d'exonération qui coûte plus de 80 milliards désormais aux caisses de la sécurité sociale. Alors, pas qu'aux caisses de la sécurité sociale, parce que c'est compensé, mais c'est pas complètement compensé. Il faut revenir sur, je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces politiques qui ont consisté à des aides fiscales dont aujourd'hui, enfin Anne-Laure en parlait tout à l'heure, mais dont aujourd'hui on ne sait absolument pas à quoi elles servent. Enfin, la particularité, elle est là, c'est-à-dire que sur les 211 milliards d'aides aux entreprises, là en ce moment il y a le Haut Conseil de la planification qui fait une étude pour essayer de contrer l'étude du Sénat, pour essayer de montrer qu'il y a peut-être un peu moins d'aides. Alors pour la petite histoire, c'est assez rigolo, ils sortent les exonérations des aides aux entreprises, donc le MEDEF est ravi, ils disent ah bah oui, c'est quelque chose qui effectivement c'est pas des aides, c'est un retour à la normale, puisqu'ils veulent casser le modèle social, mais ils sont incapables, on l'observe, de voir à quoi servent ces aides. Il n'y a pas une étude aujourd'hui sérieuse, y compris par exemple d'institutions comme France Stratégie qui dépendent de Matignon, qui étaient capables de dire ça a créé tant d'emplois. Ou plutôt c'est même l'inverse, ils sont capables de dire en réalité que ces aides aux entreprises, bon, peut-être que ça les a préservés, mais alors, question de créer de l'emploi et créer, créer, on va dire, de la richesse pour ce pays, ça c'est impossible. Donc il faut absolument revenir tout ça. Sur la question de la dette, puisque c'est votre question, moi je crois que il faut pas, enfin bon, faire de la dette pour faire de la dette, c'est évidemment problématique, et très certainement, il y a un niveau qui va dépendre en réalité des taux d'intérêt, au-delà duquel ce qui est problématique dans la dette, c'est-à-dire ce qu'on paye chaque année comme charge de la dette, peut devenir handicapant pour l'économie. C'est très compliqué de savoir à quel est ce niveau. Moi, l'autre jour, j'étais assez étonné. J'ai proposé, par exemple, par rapport aux mesures d'urgence, au taux d'intérêt qui augmente actuellement du fait de la guerre, mais aussi, on voit bien aux investissements massifs qu'à peu près tous les experts européens estiment devoir mettre, par exemple, sur la question de la transition écologique. J'ai suggéré l'idée qu'on recourt à la dette comme ça avait été fait pendant le Covid, c'est-à-dire qu'il
il y ait des formes de prêts directs aux États. C'est pas tout à fait ça, mais qu'importe au niveau technique, il y a eu de la part de la BCE des formes de prêts directs aux États, ce qui fait qu'on a à peu près 20% de notre dette qui aujourd'hui n'est plus sur les marchés, mais appartient en gros à la Banque de France. Bon. Et donc j'ai dit, bah, ça serait peut-être le moment de relancer cette mécanique de façon à échapper à la pression des marchés. Roland Lescure, je ne lui en veux pas, hein, mais il était en commission et il me répond, il n'y a pas de raison de demander des mesures exceptionnelles historiques qui pourraient éventuellement donner l'impression au marché que nous ne sommes plus capables de financer nos dettes nous-mêmes. Je suis extrêmement prudent s'agissant de mesures qui pourraient laisser penser que la zone euro en est réduite à un financement monétaire de sa dette. Les émissions se poursuivent exactement comme prévu, au rythme prévu. Elles sont toujours très demandées, sur des taux un peu plus élevés. Il n'y a aujourd'hui aucune raison de s'inquiéter, donc de souhaiter des mesures qui pourraient être interprétées comme un signal d'inquiétude. Bon, je cite ça parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an, on a eu le Premier ministre, à l'époque c'était Bayrou, qui nous expliquait que le FMI était aux portes de la France. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand même, d'ailleurs, il a tellement réussi son coup qu'effectivement, il a fini par inquiéter les agences de notation à force de dire, bon, moi je trouve intéressant la réponse de Lescure, parce que la réponse de Lescure, c'est la réponse qu'on fait. C'est-à-dire que non, il n'y a pas le feu à la plaine. La dette n'est pas bonne en soi forcément pour rien, mais aujourd'hui, la France est encore très largement capable de payer sa dette. Alors, pour l'avenir et pour la suite, moi je crois qu'il faut essayer de faire un mécanisme qui progressivement revienne sur les déficits, mais plus par rapport à la question de la pression du marché que la question de la solvabilité de la France par rapport à ça. Ça doit nous amener à réfléchir à deux choses. Un, je pense qu'il faut revenir à des mécanismes où on sort des marchés, même si, comme je le dis actuellement, les marchés sont plutôt demandeurs qu'autre chose. Anne-Laure disait une chose une fois que j'ai bien écouté, et elle avait raison, c'est que les marchés financiers ont besoin des dettes souveraines. Pour eux, c'est quelque chose d'excellent. Et c'est d'ailleurs pas forcément une bonne nouvelle que l'Allemagne devienne un très gros débiteur. Pourquoi ? Parce qu'il va directement concurrencer la dette française, puisque vous savez que l'an prochain, la dette allemande va être deuxième en termes d'émission de dette, du fait qu'ils ont relancé leur politique de ce point de vue la dette. Enfin, globalement, on y arrive, mais je pense qu'il faut quand même revenir à des choses plus saines, alors où on échappe au marché. Il y a déjà d'essayer de faire une pression au niveau européen pour revenir à des mécanismes comme ceux que j'ai décrits. Je pense qu'il ne faudrait pas se priver, je sais que là, pour le coup, il y a des désobéissances qui seraient nécessaires, mais de revenir à des mécanismes de circuit du Trésor pour au moins une partie de la dette qui est définie par rapport à ça. Et surtout, et j'insiste là-dessus, il faut s'assurer de revenir des recettes. Faire revenir des recettes, nous on a estimé, on a fait un contre-budget, on pense qu'on peut assez facilement revenir à 180 milliards de recettes, presque seulement en détricotant ce qui a été fait, ce qui permet d'investir, ce qui permet de réduire une partie des déficits. Bon, ça c'est un problème mécanique. Et puis en espérant, de manière totalement keynésienne, que les politiques de relance, les politiques pour répondre aux besoins, les politiques de planification écologique vont produire de l'activité économique qui elle-même va produire des cotisations. Enfin, je ne vais pas vous faire grâce de l'explication de ce genre de schéma multiplicateur qui pourront, du coup, eux aussi mécaniquement réduire la dette. Donc, pour conclure, moi je pense qu'on peut répondre aux besoins des Français, on peut répondre à la planification écologique, on peut répondre à la souveraineté industrielle si on passe par le partage des richesses et on fera de toute façon mieux qu'ils font parce qu'aujourd'hui leur bilan est absolument catastrophique. On a parlé de la France beaucoup, mais vos recherches, Daniel Gabor, ne se concentrent pas sur la France. En revanche, vous faites quand même un constat à l'international qui réalise. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé d'aide aux entreprises, de dettes, mais finalement, pour financer des politiques publiques, il faut surtout un budget et donc des recettes publiques. Et j'aimerais revenir sur ce point parce que, notamment en France, quand on propose d'augmenter les recettes publiques, on nous répond qu'on a déjà un système de redistribution très important et donc un taux de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés d'Europe. Face à ces réponses-là, qu'est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on a encore des marges de manœuvre pour augmenter les recettes fiscales afin de pouvoir financer de nouvelles politique publique dans un contexte où on nous dit que la France est quand même en compétition fiscale avec les autres pays pour attirer les entreprises et que ce ne serait pas raisonnable de continuer d'augmenter les taxations. Est-ce que vous voulez peut-être y répondre, Eric ou Anne-Laure, notamment sur ce sujet? Déjà, une première chose qu'il faut rappeler, c'est que depuis 2017, les dépenses publiques ont baissé par rapport au PIB. Voilà. Elles ont baissé pas de beaucoup, 0,5 points.
Mais c'est rien, évidemment, par rapport au problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la perte de 3% de recettes, c'est-à-dire qu'on peut estimer aujourd'hui qu'on a un déficit de 100 milliards à peu près par rapport à 2017, à travers les niches fiscales et les cadeaux fiscaux, etc. Donc premièrement, on n'a pas, par rapport à 2017, on n'est pas dans une situation où tout se serait aggravé parce qu'on dépenserait plus. Ce n'est pas vrai. Deuxièmement, sur la question qu'on nous rétorque sur le prélèvement obligatoire, mais en réalité, c'est, entre guillemets, le prix de notre modèle social. Bon, et donc, on voit bien que derrière cette critique, ce dont il s'agit, vous savez, c'est la fameuse phrase, il y a beaucoup de jeunes ici, peut-être que vous ne vous rappelez pas, mais il y avait un vice-président du MEDEF, c'était pas le MEDEF d'ailleurs à l'époque, c'était pas... Merci. Il s'appelait Denis Kessler, et qui disait en gros, notre objectif, c'est de revenir avant le CNR. Voilà, c'est-à-dire en gros casser l'État social, casser tout ce qui avait été fait, c'est-à-dire l'idée que une très grande partie des besoins sociaux passe par une socialisation des dépenses. C'est ça le prélèvement obligatoire. Si, moi je dis souvent quand on nous dit vous avez des prélèvements obligatoires records, par rapport au reste de l'Europe, moi j'ai tendance souvent à dire on devrait peut-être comparer la dette publique et notre dette privée par rapport aux dettes publiques et dettes privées d'autres États. Prenons la Hollande. On additionne les deux. La dette globale est supérieure à Hollande. Pourquoi? Parce que ce que nous, on dépense à travers des prélèvements obligatoires, parce qu'on a fait ce choix-là, bah, les pays dans lesquels ça ne se fait pas, ils le dépensent de manière privée. Voilà, chacun le fait avec des assurances privées et autres. Souvent d'ailleurs, les comparaisons ont été faites avec les États-Unis. Alors, je ne sais pas si elles existent en Europe, mais souvent avec, d'ailleurs, en termes de gestion et en termes de coûts, un avantage plutôt du côté public. Donc voilà, ma réponse, elle est là. C'est qu'est-ce qu'on fait des richesses produites? Bah, nous, on a décidé qu'une partie des richesses produites pour répondre aux besoins sociaux passait par une socialisation de ce coût et non pas par la privée. Bon, donc déjà, première chose, la question après, derrière ça, c'est est-ce qu'on a encore les moyens de ça? Bon, alors, première remarque, quand on l'a créé, on avait beaucoup moins notre richesse était infiniment inférieure à celle qui est aujourd'hui. Bon. Deuxième remarque, si on regarde ce que je dis par rapport à 2017, donc premier phénomène, les dépenses publiques n'augmentent pas. Qu'est-ce qui se passe par rapport à 2017? C'est une autre manière de redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je crois vraiment que c'est le fond de tout. Et après, justement, ça nous permet de voir où on va chercher l'argent. En 2017, vous savez, c'est les fameux chiffres du classement Challenge des 500 personnes les plus riches de ce pays, qui, en gros, leur patrimoine a doublé par rapport au PIB. Hein, c'est-à-dire qu'ils étaient 20% du PIB en 2017. Aujourd'hui, c'est à peu près 40% du PIB. Bon, ça, c'est les chiffres qu'on connaît. Et moi, il y a une deuxième question qui m'intéresse derrière, c'est que ils ont doublé leur patrimoine par rapport au PIB, mais le PIB n'a pas doublé depuis 2017. Si le PIB n'a pas doublé depuis 2017, ça veut dire que la richesse qu'ils ont accumulée au point de doubler leur richesse à 500 personnes, elle ne s'est pas faite en créant des richesses. Ce n'est pas eux qui ont créé des telles richesses que quelque part, bon, on pourrait dire, bah, après tout, peut-être qu'eux, ils ont doublé leur patrimoine, mais si le patrimoine global a doublé, bah, ça voudrait dire que le ruissellement fonctionne quelque part. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Notre richesse nationale n'a pas doublé depuis 2017. On constate même que là, depuis quelques années, il y a même un recul, en tout cas au moins pour les revenus du travail, en termes de pouvoir d'achat, etc. Donc, si ces gens-là ont doublé leur richesse, ils l'ont fait sur le dos de tout le monde. Voilà. Ils l'ont fait de tout le monde par les mécanismes expliqués, c'est-à-dire les niches, la fiscalité, etc. Donc, moi, ma réponse, je vous la refais, je vous la redonne. Oui, ça paraît peut-être étonnant, mais on peut aujourd'hui faire en sorte de récupérer environ 180 milliards d'euros, dont essentiellement, et pas seulement, mais essentiellement, sur le dos de quelques dizaines de milliers de personnes. Alors vous allez me dire, mais alors, quand on nous dit ça, en gros, ils nous répondent, oui, vous voulez augmenter les impôts. Non, on ne veut pas augmenter les impôts globalement. On veut augmenter les impôts de ces gens-là. Bon. Et en augmentant l'impôt de ces gens-là, pas en allant chercher très loin, hein, l'idée n'est pas de capter toute leur richesse, elle est même simplement de revenir à ce qui se faisait avant. Eh ben, ils ont gagné tellement d'argent que oui, ça nous permet d'accumuler des recettes qui vont nous permettre à la fois d'investir, etc. Ça paraît peut-être fou, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que la particularité du macronisme, alors Sarkozy a voulu le faire avant, mais la crise des subprimes lui a coupé la route et ils ont dû faire appel à l'État pour sauver les banques, globalement. Mais la particularité du macronisme, c'est qu'il a constitué une noblesse d'argent dans ce pays, comme jamais on a vu. En 2017, vous savez, il y a des classements internationaux Oxfam qui se font en général, des classements qui nous expliquent qu'on est passé en gros
2017 de mémoire, il y avait 67 riches au niveau du monde qui possédaient la moitié du patrimoine, de la moitié la plus défavorisée de l'humanité. Aujourd'hui, on en est à 27. Et moi, je me rappelle, en 2017, cette étude montrait que par rapport à cette inégalité qui explosait comme jamais depuis le 19e siècle, la France était en retard. Autrement dit, pour nous, elle était en avance. C'est-à-dire que ce que vous appelez le modèle redistributif avait permis quand même d'atténuer les choses. Et bien, le macronisme, ils ont récupéré ce retard. En 10 ans, ils ont réussi finalement à mettre la France presque au niveau de la plupart des pays en termes d'inégalité. C'est si vrai d'ailleurs que les données Eurostat montrent que c'est nous qui avons le record depuis 2017 de la plupart des critères d'explosion de la pauvreté. Voilà, on a augmenté considérablement. Ça peut dire qu'en stock, c'est nous qui avons les plus mauvais chiffres, mais en flux, oui. Bon, et donc, c'est ça le macronisme. Donc, il faut aller récupérer cet argent. Et cet argent, il est du côté du capital, pour aller vite jouer chez Mathis, mais c'est comme ça que je pense qu'on peut le traduire. Parce qu'on vient parler de dette, et tout à l'heure, Éric Coquerel, vous parliez du pouvoir de la BCE, qui a donc pendant un temps fait ce qu'on appelle du quantitative easing. En gros, elle rachète des titres de dette publique sur le marché privé. Dans votre programme, vous avez aussi d'autres mesures, mais vous reprenez cette idée, mais vous avez aussi d'autres mesures sur le pouvoir de la BCE et de la politique monétaire, justement, pour financer les politiques publiques. On est en Europe et on ne décide pas tout seul au niveau européen. Donc déjà, peut-être une première question sur comment est-ce qu'on arrive à convaincre et à emmener le reste de l'Europe pour changer le rôle que peut avoir la BCE aujourd'hui, qui est assez contraint. Déjà, peut-être qu'on fait exactement ce que disait Clémence Guettet ce matin, c'est-à-dire se rappeler qu'on est la deuxième puissance économique en Europe, bientôt le pays le plus peuplé, et que, en gros, la construction européenne, l'Union européenne, elle ne se fera pas sans nous. Autrement dit, on peut à un moment donné être précurseur, être aux avant-postes. On peut même imaginer qu'on met en place certains dispositifs qui vont répondre en réalité à au moins une partie de l'économie des pays européens. Je pense notamment des pays du Sud. Ça veut dire qu'on revendique, nous, le fait, effectivement, de pouvoir désobéir et de pouvoir mettre en place des mécanismes qui ne sont pas forcément les mécanismes acceptés par les traités. Je pense, par exemple, à des mécanismes de retour à des circuits du Trésor qui pourraient être effectués. Mais avant de faire ça, et avant de dire ça, j'aurais dire quelque chose. C'est que, même dans le cadre aujourd'hui, vous avez compris, je pense que la meilleure manière de réduire la dette, c'est de ne pas penser à la réduction de la dette. Voilà, je crois. De ne pas en faire un objectif tel que ça devient l'alpha oméga de toutes les politiques économiques, et encore moins de faire des critères de Maastricht la raison pour lesquelles on va absolument obéir aux choses. C'est-à-dire que c'est pas la question économique, c'est parce qu'on doit faire ça. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que constatons une chose, d'abord ils n'y arrivent pas, ceux qui aujourd'hui gouvernent, hein, donc il n'y a pas vraiment de raison, nous, de se donner des conditions plus drastiques que ceux qui gouvernent et qui n'arrêtent pas de nous dire qu'il faut l'appliquer. Deuxièmement, ils ont quand même des mesures assez étonnantes. Là, en ce moment, on peut enlever des critères, enfin pas des critères de Maastricht, mais on peut enlever de la dette, au sens maastrichtien du terme, par exemple les dépenses militaires. Il y a 17 pays européens qui ont demandé cette dérogation, dont l'Allemagne. Bien figurez-vous qu'il y a un pays qui ne demande pas cette dérogation, qui est le pays qui aujourd'hui, encore, ça, on va bientôt être doublé par les Allemands, mais est un des pays qui dépense le plus dans l'armement, c'est la France. On refuse aujourd'hui de demander une dérogation pour faire en sorte de soustraire une partie des dépenses militaires de ce qui est la dette au sens maastrichtien du terme. La dette mais le sens. Bon. Ça, on pourrait, par exemple, ça serait assez simple de le faire. Troisième chose, on pourrait aussi rappeler que il n'y a pas que les 3% de déficit dans les traités européens, il y en a d'autres. Par exemple, la balance courante, vous ne pouvez pas théoriquement l'excéder de 6%. Il y a l'Allemagne, l'Irlande, etc., qui chaque année sont complètement en dehors des critères des traités européens sur l'excédent de balance courante. Vous n'entendez pas parler. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, n'ayons pas, nous, dans notre politique économique, le fait de se dire, bon, il faut absolument à 3%, etc. Pourquoi? D'abord parce qu'en faisant ça, et en faisant des politiques qui en plus se privent d'aller chercher des recettes et ne comptent que sur la baisse des dépenses publiques, vous avez un effet récessif sur l'économie qui fait que c'est la meilleure manière de ne pas l'atteindre. Donc voilà, moi c'est ma première réponse. Si on veut réduire la dette, n'ayons pas ça en premier critère, ou ayons plutôt en premier critère une autre dette qui à mon avis est bien plus essentielle que la dette financière, parce que celle-là elle ne se négocie pas, elle ne s'annule pas, elle ne se reporte pas, qui est la dette écologique.
Lors de ces journées économiques internationales, Éric Coquerel a défendu une vision économique qui tranche radicalement avec celle portée par les gouvernements successifs depuis plusieurs années. Pour le député de la France insoumise, le problème principal de la France n'est pas un excès de dépenses publiques, mais une perte massive de recettes liées aux cadeaux fiscaux accordés aux plus grandes fortunes et aux multinationales. Son raisonnement repose sur une idée simple. Avant de demander des sacrifices supplémentaires aux citoyens, il faudrait s'interroger sur la manière dont les richesses sont réparties. Une réflexion qui rappelle les analyses de Jean Jaurès, pour qui la question sociale ne pouvait être dissociée de la question démocratique. Éric Coquerel conteste également l'idée selon laquelle la dette publique serait l'urgence absolue. Selon lui, l'enjeu prioritaire est d'investir dans la transition écologique, les services publics et la souveraineté industrielle afin de préparer l'avenir plutôt que de réduire mécaniquement les dépenses. Cette vision s'inscrit dans une tradition économique proche de celle de John Maynard Keynes, mais aussi de Pierre Mendès France, qui considérait que l'État devait jouer un rôle actif pour orienter l'économie lorsque les grands défis collectifs l'exigent. Au fond, ce débat dépasse largement les chiffres budgétaires. Il pose une question fondamentale, faut-il continuer à considérer l'équilibre des comptes publics comme la priorité absolue, ou accepter davantage d'investissements publics pour répondre aux défis sociaux, industriels et climatiques du XXIe siècle ? C'est précisément l'un des grands affrontements idéologiques qui façonneront les prochaines années en France et en Europe. Et si je dis ça, c'est parce que ça fait 2 ans que le gouvernement français baisse les budgets en matière écologique et environnementale. On en est à moins 3,9% en 2 ans en France, et que le résultat tout de suite, ça a été que la baisse d'émissions des gaz à effet de serre, qui était de 6,8% en 2023-2024, elle est tombée à 1,5%, et là elle continue à baisser. Autrement dit, le résultat est tout. Donc voilà, premier constat, prenons l'idée que c'est la dette écologique qui est essentielle, partons des besoins, faisons en sorte, moi je pense que c'est une modification qu'il faut faire au niveau de la loi organique, que par exemple quand on examine des budgets, on examine d'abord les dépenses et après on va chercher les recettes nécessaires pour ces dépenses, et vous verrez que l'effet produit en termes de cette politique, d'aller chercher des recettes supplémentaires, de faire des politiques de relance qui vont créer, à mon avis, cette dette, elle deviendra moins un problème qu'elle n'est aujourd'hui. Voilà, donc ma réponse, vous avez compris, c'est que je pense que même dans le cadre existant, on peut faire quelque chose. Et puis autre chose qu'on pourrait tout de suite faire aussi, moi je ne comprends pas l'autre jour, les SCUR, vous avez entendu la réponse qu'il m'a fait, qui a été de me dire en gros, il n'y a pas de problème de dette, donc ce n'est pas la peine d'alerter. Mais je pense que la France pourrait tout de suite entreprendre le fait que dans la situation exceptionnelle où nous sommes, on demande le fait que la BCE fasse ce qu'elle a fait pendant le Covid. Rien que déjà ça serait quand même un mécanisme. Et on est dans une situation exceptionnelle. Je vous rappelle que le rapport Draghi explique qu'il faut 600 milliards d'investissements d'un point de vue écologique. En plus, à partir de là, l'investissement, il faut bien le trouver. Donc s'il faut le trouver, à partir du moment où vous n'augmentez pas les recettes, ça veut dire que c'est par la dette que ça va être financé et qu'on pourrait passer par des mécanismes qui nous sortent en grande partie du marché. Ça, la France pourrait très bien le faire. Pour l'instant, il y a un refus total du côté du gouvernement français. Nous, on le ferait, nous, on tenterait en tout cas de le faire avant d'imaginer des mesures unilatérales. Et puis, de grâce, arrêtons aussi avec l'émission des titres de dette souveraine indexés sur l'inflation, qui explique une grande partie de l'augmentation des dettes. Et puis, faisons en sorte d'arrêter les fous. Voilà. Je dis ça, je suis un peu méchant, mais là, on vient de nommer pas nous, on a voté contre à 2 tiers. Enfin, il y a un nouveau gouverneur de la Banque de France qui explique qu'il va relancer avec ses collègues européens les mécanismes de titrisation, d'accord, qui est quand même ce qui a en grande partie amené la crise des subprimes. Je dis ça parce qu'il y a ce qu'on nous demande de faire et ce qu'eux vont faire. Bon, et qu'ils vont le relancer en grand. Alors ils disent, non, on a des garde-fous, il n'y a pas de problème. Moi, j'attends de voir. Donc voilà, je pense que toutes ces réponses permettraient à la fois de régler les problèmes que nous avons, notamment par le partage des richesses, et puis même, je pense, à terme, de réduire les déficits en faisant surtout pas ce que les autres ont mal fait. Et si la colère du peuple français avait enfin un livre? Résistance, le combat pour une nouvelle France décrypte les médias, les élites, la crise sociale et le réveil citoyen. Disponible maintenant à seulement 9,99 € au lieu de 14,99 €. Le lien est en description. L'information spectacle vous fatigue? Reprenez le pouvoir sur votre réflexion. Entre technocratie et colère populaire, notre e-book « La République selon Raymond Aron »
offre les clés de lecture que les grands médias oublient. Profitez de l'offre de lancement à 9,99 €. Le savoir est une arme. Lien en description. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.